Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en deux parties. La première partie s'appelle la démarche expérimentale. Je vais vous montrer un aperçu des différentes étapes de cette démarche expérimentale qui se trouve être dans la démarche scientifique de manière plus globale. Et dans une seconde partie, je vais vous montrer des expériences virtuelles à partir d'une application web sur la croissance et donc le développement et les besoins de nutrition chez les plants. Alors voici les différentes étapes que j'ai simplifiées évidemment. Alors on a la situation de départ, c'est l'étape que vous avez l'habitude de voir dans chaque activité depuis le début de l'année. Alors il s'agit d'une simple observation ou d'un simple constat. On peut dire j'observe, je remarque que. Et cette situation de départ doit déboucher fatalement sur un problème, sur un questionnement. C'est ce qu'on va appeler donc le problème scientifique. C'est la deuxième étape. Et c'est ce que je cherche à vérifier. Je cherche à vérifier quelque chose par rapport à cette situation. En général, on essaye de formuler ça sous forme d'une question. Et la meilleure façon de formuler, c'est comment expliquer que. Bien que par moment, c'est difficile d'utiliser cette formulation. Troisième étape, les hypothèses. Évidemment, on veut trouver une solution à ce qu'on veut vérifier, ce qu'on veut chercher à vérifier. C'est ce que je peux proposer. Qu'est-ce que je propose comme solution ? Alors, ça se formule par un « je pense » ou un « je suppose que ». Ensuite, on a l'étape de la conception de l'expérience. Et je vais vous parler justement d'un intermédiaire entre l'étape d'hypothèse et l'étape de conception de l'expérience, qu'on appelle la conséquence vérifiable ou la conséquence observable. C'est-à-dire que si on veut réaliser une expérience pour justement savoir si notre solution possible, notre hypothèse est bonne ou pas, on essaie de se mettre dans la situation. Et d'ailleurs, la conséquence vérifiable ou observable se formule ainsi: si je fais telle expérience, alors je devrais observer ça. Je sais pas, si on veut voir que deux produits réagissent ensemble, qu'un produit rouge et qu'un produit bleu se transforme, je sais pas, en vert, j'invente, eh bien je dis si je mélange le produit rouge et le produit bleu, alors je devrais observer un produit vert au final. C'est un peu cette idée-là. Et donc ça me permet de s'aider à imaginer qu'est-ce qu'on peut concevoir comme type d'expérience. Et je rajoute aussi quelque chose de très important. Lors de la conception de l'expérience, peut-être qu'on vous en a déjà parlé, mais ça c'est très 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 important, c'est de penser au témoin, à l'expérience témoin. Parce qu'il va falloir après conclure sur ces expériences. On va avoir des résultats. Or, pour comparer, pour voir si les résultats sont exploitables pour pouvoir valider ou pas l'hypothèse, il faut absolument avoir une expérience témoin. En général, c'est une expérience où il ne se passe pas grand chose, ou alors c'est une expérience où on a tous les paramètres et qu'on compare avec une deuxième expérience où on va faire varier un paramètre à chaque fois. Par exemple, comme on va le voir avec les plantes, je mets ma plante dans plein de conditions, comme si elle vivait normalement dans la nature. Donc ça, c'est l'expérience témoin. Et dans une seconde expérience, celle que j'aurais choisi de faire, eh ben, j'enlèverai un paramètre dans la vie, dans l'environnement de la plante. Ensuite, une fois qu'on a réalisé cette conception, alors on peut réaliser cette conception soit par un protocole, soit par des schémas. Alors un protocole, c'est tout simple, c'est comme une recette de cuisine, c'est-à-dire c'est une suite de consignes, d'étapes à suivre pour réaliser l'expérience. Et après, on peut faire ça aussi de façon plus simplement, ça dépend en fait du type d'expérience qu'on veut faire, sous forme de schéma. On peut même associer les deux, un protocole et un schéma, pour des expériences qui seraient peut-être un peu plus compliquées. Donc, il suffit de passer donc à la cinquième étape, réalisation des expériences. Et donc là, on suit tout simplement le protocole ou les schémas pour faire les expériences. Je dis toujours les expériences, puisqu'il y a toujours l'expérience témoin et l'expérience où on fait varier le paramètre. Attention, il faut absolument décrire ce que l'on voit et ne jamais dire ce qu'on pense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que là, je ne fais simplement qu'une simple description des résultats de ce que je vois. Petit exemple,
que j'aime bien donner, c'est cette étape de description des résultats. C'est comme si vous vous trouviez devant un tableau dans un musée et qu'on vous demandait tout simplement de décrire le tableau. La description, c'est très simple. On dit le peintre il a peint en rouge, en bleu, il a fait une silhouette, il a fait un soleil là, voilà. C'est purement de la description basique. Et en général, on formule ça par je vois, ou j'observe, je constate, ou je remarque que. C'est au choix. Et en général, c'est dans cette description de résultat qu'on compare. Par exemple, qu'on compare entre deux valeurs. Dans l'expérience témoin, j'ai eu telle valeur. Par exemple, j'ai mesuré une plante, la taille de la plante. Eh bien, je compare avec la mesure de l'autre expérience où j'ai enlevé ou rajouté le paramètre. Voilà, donc je compare et c'est très important. Et on revient à cette idée de expérience témoin que j'ai expliqué avant. Et enfin, on finit par les deux dernières étapes que je mets ensemble. Ce sont les étapes d'interprétation et de conclusion. Alors, on peut avoir une ou plusieurs interprétations, et en fait, ça dépend du nombre d'expériences qu'on a et du nombre d'hypothèses qu'on doit valider ou invalider. Alors, parce que le but initial de la démarche expérimentale et donc de la démarche scientifique, c'est de trouver une solution et de trouver la bonne solution. Et donc la philosophie de la démarche expérimentale et surtout de la démarche scientifique, ce n'est pas de valider les hypothèses, c'est de les invalider. Et ça, c'est très important qu'on oublie. On pense qu'il faut toujours absolument valider les hypothèses. Non, il faut les invalider. Jusqu'à ce qu'on trouve l'hypothèse qui résiste à tous les résultats et à toutes les expériences qu'on a mis en place. Si on n'arrive pas à l'invalider, forcément, elle devient valide. Et donc, ça va être notre solution finale. Ou nos solutions si on a plusieurs hypothèses qui sont validées. Alors, comment fait-on pour l'interprétation ou les interprétations ? Eh bien, ces fameux résultats, là, on peut dire ce qu'on pense. En fait, on essaye de donner un sens aux résultats. Qu'est-ce que ça veut dire que, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, qu'un produit rouge a réagi avec un produit bleu et que ça donne du vert, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est peut-être qu'il y a une réaction chimique. Voilà, ça c'est une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une plante a fait 10 cm dans cette expérience et que là, elle n'en fait que 5 ? Peut-être que dans un cas, la plante a mieux poussé et donc qu'elle a besoin de quelque chose, alors que dans l'autre cas, il lui manque quelque chose et donc elle n'a pas pu pousser. Donc c'est ça, l'interprétation, c'est de prendre les résultats et de trouver une signification. Qu'est-ce que veut dire les résultats ? Que ça soit une observation de couleur, une observation, une comparaison de données, de valeurs chiffrées, voilà. Et en général, on formule ça par donc j'en déduis. Justement, j'observe des résultats et donc j'en déduis que ces résultats veulent dire ça. Et si ça veut dire ça, soit mon hypothèse est validée, soit mon hypothèse est invalidée. Quand on a réussi à invalider toutes les hypothèses et qu'il nous en reste au moins une, on a trouvé notre solution possible. Si jamais on n'a aucune hypothèse qui sont validées, il faut refaire la démarche. On recommence par les hypothèses, on essaie de reformuler des hypothèses, ou alors on reformule un problème parce que peut-être qu'on était parti sur une mauvaise piste. Voilà. Et maintenant, on va l'appliquer directement avec un cas concret en SVT. Alors pour cela, on va utiliser une application web qui a été développée par Stéphanie Kazmarek, qui est une professeure de SVT et qui provient et qui est issue aussi d'un ancien logiciel fait par un ancien collègue de SVT. Donc vous avez toutes les références en fait dans la page, dans la première page, avant qu'on aille au sommaire. Et donc ça va nous permettre de connaître en fait les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens. Alors, un végétal chlorophylien, qu'est-ce que c'est ? C'est une plante verte, si on peut le simplifier comme ça. Donc tout simplement parce que la chlorophylle, c'est un pigment, donc c'est ce qui colore les plantes en vert, entre guillemets, c'est pour ça qu'on les voit verts, c'est parce que la chlorophylle renvoie du vert, et c'est ce qu'on va trouver en majorité dans les cellules de ces plantes. Bon, vous verrez un peu plus tard en 4e, voire même au lycée si vous continuez là-dedans,
plus précisément le lien entre les plantes et la chlorophylle. Donc on va aller dans le sommaire, et justement il y a 6 hypothèses qui ont été données. Donc une hypothèse sur l'eau, la lumière, le sol, les sels minéraux, le dioxyde de carbone et la musique. Ça veut dire qu'ici, en fait, on suppose que les plantes, donc les végétaux chlorophylliens, on suppose qu'ils ont besoin d'eau pour se développer, c'est leur besoin nutritif, ou alors ils ont besoin de lumière, on suppose aussi qu'ils ont besoin d'un sol, on suppose qu'ils ont besoin de sels minéraux, ou qu'ils ont besoin de dioxyde de carbone, ou enfin, une hypothèse originale, qu'ils auraient besoin de musique. On va faire chaque hypothèse une après l'autre, où on va réaliser des expériences pour essayer de valider ou d'invalider les hypothèses. Alors dans la première expérience, on a 2 types d'expériences. Donc comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une plante. Alors en général, on utilise les plants d'avoine, ça fonctionne très bien en classe. Donc là, j'ai choisi l'expérience de gauche comme expérience témoin, où j'ai mis toutes les conditions qu'il fallait pour la plante. Un sol avec sans doute des sels minéraux dedans, de l'eau avec la piscette et du soleil. Et dans l'autre expérience, ça sera notre expérience où on va enlever un paramètre, en l'occurrence ici on enlève l'eau. Qu'est-ce qu'on constate au bout de 12 jours? Eh bien la plante qui a eu de l'eau, qui a eu tous les paramètres, a mieux poussé que l'autre. Et même celle qui n'a pas eu d'eau, elle a commencé même à jaunir. On peut aussi recommencer, donc on appuie sur le bouton recommencer, on peut rechoisir une autre piscette. Ça change rien, j'inverse l'expérience témoin et l'expérience en enlevant le paramètre. Et on constate que ça refait exactement la même chose. Donc en classe, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reproduire plusieurs fois cette expérience dans plusieurs classes avec plusieurs élèves. Deuxième expérience, le soleil. Ils ont besoin de lumière. Donc je mets une des expériences, une des plantes au noir, dans une boîte noire, et on constate qu'au bout de 12 jours, on a la même chose. Il y a une plante qui a moins poussé et l'autre qui est même jaunie. Voilà. Troisième hypothèse. Là, elles auraient besoin d'un sol. Donc, dans l'un, il y a de l'eau, et dans l'autre, il y a un sol. Donc de la terre, ou du terreau. Et on constate qu'au bout de 2 jours, les 2 plantes ont poussé de la même façon. Hypothèse 5. Alors là, je choisis soit de l'eau avec des sels minéraux, soit de l'eau tout court. Alors je choisis la piscette 1, qui contient uniquement de l'eau. Et dans l'autre expérience, je choisis la piscette 4, où il y a de l'eau et des sels minéraux. On remplit et on voit ce qui se passe. On constate que la plante qui a eu de l'eau plus des sels minéraux pousse mieux que celle qui n'a eu que de l'eau. On passe à l'hypothèse numéro 5 avec le dioxyde de carbone. Alors, le fameux dioxyde de carbone, c'est le CO2. Alors, ici, il faut comprendre quoi? Le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui se trouve dans l'atmosphère. On place les 2 plantes, donc il y aura l'expérience témoin et l'autre, et l'expérience qu'on va faire, on va enlever le CO2, donc on va les mettre sous cloche, sous vide, ça c'est très important, Donc on prend une petite coupelle où dedans on va mettre de la potasse. La potasse, c'est une substance, une poudre blanche en général, qui va absorber le dioxyde de carbone, donc le CO2 de l'air. Donc on va la mettre sous une cloche avec la plante, et comme ça, au fur et à mesure du temps, la potasse va absorber le CO2, et donc il n'y aura plus du tout de CO2 sous l'une des 2 cloches. Voyons les expériences. Donc je vais choisir la gauche pour l'expérience témoin, et la droite l'expérience où j'enlève le CO2. Et qu'est-ce qu'on constate? Là où on enlève le CO2, eh bien la plante a moins bien poussé que dans l'expérience témoin. Enfin, on finit avec l'hypothèse numéro 6, où on va tout simplement isoler une des plantes en termes de musique, l'autre on lui met de la musique, et là on constate qu'au bout de 12 jours, les plantes ont poussé de la même façon. Donc là, je vous ai expliqué les protocoles, les expériences, et je vous ai donné la description des résultats. Maintenant, il ne manque plus qu'à interpréter et à savoir quelles sont les hypothèses qui sont validées ou invalidées. Donc je vous laisse là, vous avez plusieurs paramètres qui ont été testés, donc j'espère que vous avez compris à peu près les différentes étapes. Pour l'étape d'interprétation, je vous laisse vous débrouiller et essayer de conclure pour savoir quelles sont les hypothèses qui sont validées ou invalidées, et au final, de me dire qu'est-ce qui a vraiment
besoin une plante pour vivre? Quels sont ses besoins nutritifs? Est-ce qu'elle a besoin d'eau, de CO2, donc de dioxyde de carbone, de lumière, d'un sol, de sels minéraux, de musique? Il y aurait d'autres hypothèses à trouver. Mais en tout cas, travaillez avec ces 6 hypothèses et je vous souhaite bon courage et à une prochaine.